Ces bâtiments, ça vous dit quelque chose ? À seulement quelques minutes du périph', les grands ensembles, c'est devenu le visage des banlieues et représente pour beaucoup un échec, pas seulement architectural, mais aussi social. Perso, j'ai grandi ici, en banlieue ouest de Paris, et je l'ai trop souvent entendu. Ces paysages sont perçus comme gris, brutal et inhumains, et sont pour beaucoup synonymes d'exclusion et de violence. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Mais ces derniers temps, les grands ensembles vivent un retour inattendu dans la pop culture et sont devenus le terrain de jeu des plus grands du cinéma, de la mode, la musique ou le luxe. Dans la nuit du 3 au 4 mars, en une attaque massive, l'aviation britannique a laissé pleuvoir des centaines de bombes sur l'agglomération parisienne. Le lendemain matin, la banlieue ouvrière offre une vision d'horreur et de désolation. À la fin des années 40, la situation est unique en France. Les destructions massives de la guerre créent une crise du logement. S'ajoute à cela un boom démographique, je m'explique. Le plan Marshall, plan de prêt accordé aux pays européens, prévoit de les aider à se reconstruire. S'ensuit donc une période de prospérité exceptionnelle pendant laquelle on se met à faire des bébés dans tous les sens. À cela s'ajoute une main-d'œuvre ouvrière sous-payée qui arrive fraîchement d'Afrique et qui vit alors dans des bidonvilles vétustes. Il devient urgent de reconstruire les villes, et ce le plus rapidement possible et à moindre coût. Du coup, des architectes comme Le Corbusier, Ernest Goldfinger, Allison et Peter Smithson optent pour des matériaux bruts. Le style se veut primaire, le raffinement et l'aspect décoratif sont mis au placard pour plus de minimalisme. Un engouement pour une sorte de jolie laideur, du béton brut sans fioriture, le brutalisme. Quel confort agréable. Nous oublions que nous sommes dans un HLM. À l'époque, ce courant incarne un nouvel utopisme d'urbanisation, de progrès social. Il offre à l'ensemble de ses habitants l'accès à une forme de confort moderne, l'accès à l'eau courante, le gaz et l'électricité. Voici une réalisation spectaculaire qui prélude à l'extension de la ville, conçue dans un esprit futuriste et grandiose, le Val-Fouré. Véritable petite ville qui aura en tout 7000 logements HLM, très moderne, d'une architecture de bon goût et d'une organisation intérieure exceptionnelle, avec des espaces verts, des jeux d'enfants et des parkings. Ces cités seraient des mini-villes, indépendantes du reste du monde, où la circulation permettrait des rencontres organiques et serait libérée du poids centralisé de Paris. Par sa vision, ses concepts, le brutalisme ferait partie intégrante de la nouvelle société de l'après-guerre, qui se voulait plus juste, plus collective, mais aussi plus encadrée. Tenez, prenons l'exemple de l'unité d'habitation à Marseille, et Cité radieuse pour les intimes, conçue par Le Corbusier, qui a grandement popularisé l'architecture brutaliste. Elle intègre des rues, commerces et maternelles au sein du même bâtiment, ainsi qu'une piscine sur un toit-terrasse offrant une vue imprenable sur la ville. Cette grande barre de béton est construite sur pilotis pour permettre le passage par-dessous entre les jardins ouverts à tous ceux qui entourent le bâtiment. Elle célèbre le béton armé, le gigantisme des bâtiments, la lisibilité et le fonctionnalisme des constructions. À Noisy-le-Grand, les espaces d'Abraxas, conçus par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, s'inspirent des théâtres antiques. 610 logements répartis en 3 parties. Le théâtre à l'ouest, l'arc au centre et le Palacio à l'est, disposés autour d'une place théâtralisée fermée sur l'extérieur. Cette utopie avait pour but de mélanger les populations et de créer des modules pouvant être utilisés de différentes manières. Émile Ayo, quant à lui, s'attache à éviter la monotonie des grands ensembles qui existaient alors, basé sur la singularité des formes urbaines et architecturales. Le nombre de tours y est limité, afin d'y dégager un grand parc. Les formes de bâtiments semblent libres, elles sont en fait identiques mais orientées différemment. Les fenêtres y sont aussi de toutes formes. L'objectif étant de faire oublier le monumentalisme pesant, la rigidité et la froideur glacée qui émanent de l'ensemble des tours. L'utopie laisse place à la dystopie quand, après leurs heures de gloire dans les années 60-80, l'architecture des grands ensembles tombe en désuétude. David Cameron déclara par exemple dans le Times « Vous voilà confrontés à des blocs de béton surmontés d'immenses et brutales tours, abritant des couloirs sombres qui sont un cadeau fait aux criminels et aux dealers. La police évoque souvent l'importance de repérer la naissance du crime. Mais ces domaines en sont véritablement le berceau. » C'est la création du périphérique qui a créé un dehors et un dehors, un intérieur auquel on appartient, un extérieur auquel on est rejeté. Plutôt que de promouvoir une circulation, on a un cercle qui très littéralement est fermé. Et donc c'est un double rejet qui se joue à une multitude de niveaux. Et aujourd'hui, c'est des enclaves qui sont refermées sur elles-mêmes à défaut d'avoir accès à la vie parisienne. Malgré tout, un vent nouveau se fait sentir sur ces décors post-modernistes. Au Royaume-Uni, les édifices brutalistes sont dorénavant classés et préservés depuis 2012 par le Fonds mondial pour les monuments. La Cité radieuse de Marseille ainsi que la Ville Blanche à Berlin font depuis peu partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Dans la mode, on découvre les banlieues moscovites de Gosha Rokchinski, Romain Gavras nous fait découvrir les provinces industrielles de Chine. Hunger Games est quant à lui tourné à Noisy-le-Grand. Flavier Berger nous fait découvrir les tours Ayo à Nanterre. On peut aller choper sa paire de Nike dans des pop-up stores installés dans l'entrée de certains bâtiments. Il y a beaucoup de défilés qui se tiennent en banlieue maintenant. Quand je dis banlieue, je dis des banlieues qui sont plutôt dans le 93 et pas dans le gentil 92 ni à nuit. Mais non, on voit beaucoup de défilés de mode, on voit un grand référent de codes dits de rue. Les opposants à ce nouvel engouement diront que ces adeptes s'offrent des sortes de safaris du week-end, en dehors du périphérique, que ces bobos adoptent une sorte de posture intellectuelle dans laquelle on apprécie l'esthétique aux dépens d'une population obligée d'y vivre chaque jour. Quoi qu'il en soit, espérons que ce nouvel attrait pour ces monstres de béton contribue au moins à adoucir les stigmates sur ceux qui y habitent. Voilà, c'est notre première vidéo, on espère vraiment que ça vous a plu. Moi c'est Alain, voici Arnaud qui s'est occupé de l'écriture. Si vous avez envie de nous soutenir dans ce nouveau projet, vous savez comment ça se passe sur YouTube. La meilleure chose à faire, c'est de vous abonner à notre page pour recevoir les notifications sur les prochaines vidéos, mettre des likes et nous suivre sur nos nouvelles pages sur les réseaux sociaux, puisque on lance ce projet aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Ça fait un moment qu'on y travaille et on a déjà d'autres sujets en cours d'écriture. On espère revenir très vite. Voilà, à bientôt. Salut, ciao. Le stress, c'est toujours le moment le plus galère, ça.